Salut à tous, c'est Mac, bienvenue sur Entre Rôlistes et comme vous le voyez aujourd'hui je suis plutôt bien accompagné puisque je suis avec Tony de BBE et avec Mathieu également. Comment allez-vous messieurs? La pêche. On va parler d'un jeu. Content d'être là. On va parler d'un jeu qui arrive en financement ce soir. On va parler d'un vieux jeu, Shadowrun, le jeu fin années 80 si ma mémoire est bonne. Un jeu qui édition 89, ouais. 89, ouais, comme ma mémoire est bonne. Un jeu qui se passe dans un univers dystopique, Blade Runner-esque, on va dire, en gros, et dans lequel il y a quand même des elfes, des trolls, des nains et des choses comme ça, avec de la magie, du hackage, etc. Donc un pan un peu plus fantasy de cyberpunk, on va dire. Il y a quelques années, BBE, vous étiez occupé de l'édition Anarchy. Vous aviez fait un boulot qui était colossal, puisque sur la version française d'Anarchy, vous aviez fait quand même beaucoup de modifications, etc., si ma mémoire est bonne. Ça doit dater de quoi, il y a 6-7 ans, quelque chose comme ça, peut-être? Exactement, décidément, au niveau des dates, c'était précis. Hein. Ouais, 2018 il est possible que j'ai vérifié avant l'interview, quand même. Ouais, 2018 pour le financement, 2019 pour la sortie, donc t'es pile dedans. Et là, vous revenez avec une V2 d'Anarchy, c'est ça? C'est exactement ça. Alors, tu mentionnais le boulot qui a été fait, qui est effectivement colossal et qui est très largement le fruit du travail de Mathieu, qui est présent à ton étage. D'ailleurs, tu vois, on a fait Team Saumon aujourd'hui. On a décidé de coordonner nos couleurs. D'ailleurs, la deuxième édition de Shadowrun Anarchy va être entièrement couleur saumon. Saumon, voilà. Ça peut être... Non, plus sérieusement, nouvelle édition. Et puis, avec quand même ce cas particulier que Shadowrun, c'est une très grosse IP américaine, évidemment, dont on est chez Black Book Edition en charge depuis plus de 20 ans maintenant. C'est probablement un des partenariats les plus anciens de l'industrie du jeu de rôle. Alors, l'industrie, c'est un bien grand mot, mais en tout cas, voilà, plus de 20 ans qu'on est partenaire de Catalyst Game Labs, qui édite le jeu américain. On avait l'habitude de sortir des chapitres, des bonus supplémentaires, parfois même des suppléments supplémentaires, exclusifs en VF. Par contre, c'est la première fois qu'on se lance dans quelque chose qui est encore un autre level, c'est de proposer un nouveau livre de base pour la gamme, une nouvelle édition d'un livre de base qui est de création française, puisque c'est Mathieu et son équipe qui l'ont conçu et qu'on va le proposer à la fois en anglais et en français. Donc voilà, Catalyst nous a fait confiance pour ça, et ça c'est énorme. Là où à Avian, vous aviez, on va dire, peaufiné un peu Anarchy, là sur la V2, du coup, c'est vous qui êtes en charge carrément du développement de la gamme en fait. Si on est simplement. Voilà, donc félicitations, parce que c'est quand même une sacrée confiance qu'ils vous accordent. Après voilà, c'est un partenariat qui a, comme tu le disais, plus de 20 ans, donc c'est toujours plaisir. Si on revient un peu sur la genèse d'Anarchy, Anarchy, si ça avait été créé un peu pour essayer de ramener des nouvelles personnes sur Shadowrun, qui était quand même un jeu avec un système très dense, assez simulationniste et un peu compliqué parfois, qui commence à vieillir un petit peu aussi, même s'il y a plusieurs versions de Shadowrun. C'est exactement ça. Je peux dire deux mots là-dessus, puis je passerai la parole à Mathieu qui pourra sera plus pertinent pour donner des détails. Mais si tu veux, de très longue date, on en est à la 6e édition classique de Shadowrun, de très longue date, il y a une demande pour l'univers est génial, le principe du jeu est super, mais on a besoin d'un set de règles qui soit un peu plus simple. Maintenant, le gros de la communauté Shadowrun adore le fait d'avoir des règles assez détaillées qui vont te permettre de rentrer dans le détail de tout ce que tu peux faire. C'est extrêmement riche, tu as plein de rôles différents, tu as plein d'aspects du jeu, l'aspect virtuel dans la matrice, l'aspect mystique dans le plan astral, l'aspect action dans le plan physique. Donc il y a des gens qui sont attachés à des règles très détaillées, qui sont l'apanage de Shadowrun depuis la première édition. Et puis il y a des gens qui réclament depuis des années et des années, au moment où Anarchy V1 arrive, s'il vous plaît, nous on adore, Shadowrun, ça nous donne vraiment envie de jouer dans cet univers, le lore est génial, tout ce qu'on lit, ça nous hype à fond. Par contre, s'il vous plaît, faites-nous des règles plus simples, quoi. Et donc ça a été à l'origine en anglais la réponse à une demande qui était récurrente, qui était de dire on veut le même univers, on veut la même richesse de lore, mais par contre on veut des règles un peu plus accessibles. Et donc les Américains font ça en 2015-2016, si je dis pas de bêtises, avec produit cette version 1 d'Anarchy qui reçoit un accueil ambivalent, avec en gros un consensus qui se dégage en disant ça répond en partie à la demande, mais il y a des choses quand même qui auraient pu être un peu améliorées.
L'intérêt de la VF, c'est qu'on a un peu plus de temps pour absorber cette nouvelle édition. Mathieu et son équipe font un travail de dingue sur une passe éditoriale supplémentaire, modifient tout un tas de trucs, ont déjà la possibilité d'utiliser le feedback qu'il y a eu sur la VO pour vraiment faire cette VF aux petits oignons. Et donc effectivement, la V1 d'Anarchy sort en français quelques années plus tard. Et celle-là, elle a vraiment hyper bien marché en France, à tel point que certains fans hardcore américains sont allés acheter la VF, l'ont traduite, et ce qu'on entend beaucoup, c'est la VF en fait elle est géniale, et c'est comme ça qu'on aurait aimé que la VO arrive. Et l'intérêt de cette V2, c'est que là où la V1 française était nécessairement une adaptation un peu améliorée, un peu modifiée de la V1 anglaise, là sur cette V2, Mathieu il a la liberté de faire ce qu'il voulait en faire dès le départ, en partant de zéro pour faire tout un nouveau jeu. Et c'est vrai des règles, c'est vrai de l'approche, c'est vrai de la construction du bouquin, et c'est vrai également des illustrations et de la maquette. Justement, si on parle un peu de ça avant de parler du financement lui-même, Mathieu, du coup, quand on t'a donné carte blanche pour faire cette Anarchy V2, c'était quoi ton axe prioritaire pour le développement? C'est quoi que tu voulais amener en plus et corriger ou avancer? Ce que je voulais, deux aspects. Le premier, c'est que le premier Anarchy, même en VF avec les ajouts qu'on avait fait, il survolait quand même le 6e monde, c'est-à-dire qu'ils avaient simplifié les règles, mais ils avaient un peu simplifié l'univers aussi. Et je voulais vraiment apporter tout le 6e monde. Donc ça, c'était le premier point important. Et vraiment s'assurer qu'on puisse retrouver tous les aspects, que les choses ne soient pas simplifiées. Le deuxième, c'est que je voulais lui donner un petit peu plus d'âme en termes de règles, avoir un parti pris un peu plus fort. La V1, c'était vraiment, on simplifie tout. Il y avait eu des super bonnes idées, comme les atouts, les Shadow Arms en anglais, qui permettaient de regrouper le cyber, la magie, enfin tout un tas de bonus venus de différentes sources. C'était tout regroupé en une seule mécanique. Donc ça, c'était super, je l'ai gardé. Mais par contre, à côté de ça manquait un petit peu d'âme. Ça se voulait de la narration partagée, mais sans vraiment donner d'outils pour. Et donc là, j'ai voulu outiller un petit peu ça. Et c'est centré, on va y revenir, mais entre autres sur une mécanique de risque qui est vraiment le cœur de ce jeu et qui sert à faire des rebondissements, à allier le côté de l'histoire, comment mon personnage s'y prend pour faire des choses, avec le côté d'avoir un support des règles qui permet de le faire et de le mécaniser. Ouais, donc de pouvoir redensifier un peu tout ça tout en gardant l'aspect qui te permette de raccrocher ceux qui veulent avoir des règles un peu plus simples quand même. Parce que Shadowrun, ça reste un jeu pour les anciens un petit peu quand même, avec beaucoup de règles. Pour le coup, il y a un truc qui est quand même plutôt intéressant. Tu parles de narration partagée. C'est vrai qu'il y avait une mise en avant narrative d'Anarchy V1. Vous avez gardé cet aspect-là dans la V2 ? Mais vous l'avez retravaillé, vous avez fait comment du coup ? Ouais, je refais un petit peu l'historique sur la VO et la VF de la V1. Dans la VO, c'était vraiment uniquement de la narration partagée. C'était le parti pris, c'est-à-dire que ça venait en pack, les règles simples et la narration partagée. Je pense que c'est une des raisons pour laquelle l'accueil était ambivalent, comme disait Tony. En VF, on avait déjà sur la V1 permis de dire, en fait, les règles que vous proposez, elles marchent aussi très bien en narration classique. Donc on peut le faire comme ça, ou on peut faire en narration partagée. Là, on a pris le parti pris que la première, on va dire l'option par défaut, ce soit de la narration classique. Ouais. Il y a quelques petites touches à travers les points d'anarchie qui permettent de donner un peu plus la main aux joueurs, mais ça reste léger. Et à côté de ça, on a mis des règles optionnelles pour faire de la narration partagée, qui sont un peu plus guidées, un peu plus expliquées que dans la V1, et qui vont plus loin, parce qu'on peut aller jusqu'à une étape où on se passe de meneur de jeu attitré, et où à chaque scène, l'un des joueurs va devenir un petit peu le mini meneur de jeu pour cette scène. Son personnage va être un peu en retrait, et avec des générateurs un peu aléatoires, parce que évidemment, si on fait ça, il n'y a personne qui doit connaître le résultat du scénario avant, sinon ça ne marche pas. Donc il y a des systèmes de génération aléatoire pour pouvoir jouer réellement sans MJ. Donc on essaye de couvrir tout le spectre en étant un peu plus, prenant les joueurs un peu plus par la main pour pouvoir faire ce qu'ils veulent. L'autre aspect, c'est que tu as
évidemment, on fait la comparaison avec la V1 française, mais nous, notre objectif, c'est aussi de répondre aux demandes du public international et anglophone. Et lui, il va pas comparer avec la V1 française, il va comparer avec la VO, la V1 originale. Et un des aspects, c'était qu'on voyait revenir pas mal. C'était OK, c'est pas mal ce jeu, cette proposition, mais par contre, c'est pas évident à prendre en main pour des gens qui ont pas déjà une connaissance préalable de Shadowrun. Là, la manière dont ça a été conçu, c'est vraiment un bouquin qu'on veut pouvoir mettre entre les mains de quelqu'un qui n'a jamais touché à Shadowrun, qui a qu'une idée très très vague de ce que c'est, qui sait qu'en gros, c'est ce que tu disais au départ, c'est du cyberpunk avec des elfes et des dragons. Mais que voilà, en prenant ce bouquin, il puisse rentrer dans le jeu, et les règles sont simples, d'une part, mais l'entrée dans le lore du jeu, dans son setting est simple aussi. En fait, ça fonctionne un peu par couche. Tu vas pouvoir prendre juste la couche supérieure et t'amuser avec, et puis après, si tu veux aller plus loin, tu vas aller creuser dans les couches supplémentaires. Ouais, et ça, c'est hyper important pour rendre le jeu accessible. Bah ouais, puis c'est important aussi parce qu'en face c'est Cyberpunk et que c'est deux jeux qui sont très différents, même s'ils ont des points communs sur certains points évidemment. Et le lore de Shadowrun, il est quand même extrêmement différent et extrêmement diversifié. Donc c'est bien de le remettre en avant, je trouve, dans cette nouvelle version. Donc tu parlais de vouloir réinstaller du coup ça aux États-Unis, parce que pour le coup, en VO c'était sorti uniquement sans les ajouts de la version française. C'est pour ça que le financement, il n'est pas sur Game on Tabletop qu'on a l'habitude de vous voir, hein, forcément. Il est sur Kickstarter, du coup. Absolument. C'est pour ça qu'on le fait sur Kickstarter. On a déjà une petite expérience avec cette plateforme-là, puisqu'on avait financé il y a plusieurs années Polaris en version anglaise, qui avait bien marché. En tout cas, le financement s'était bien passé, mais on était à une autre époque. On a fait Cats the Conspiracy, qui est la version anglaise de Cats la Mascarade, qu'on est en train de finir de livrer là, au moment où on se parle, aux États-Unis, donc avec là aussi une réception qui a été très positive. Et voilà, c'était en fait l'idée, c'est que aux États-Unis, le public, parce qu'évidemment on a le public français qu'on va aller chercher avec cette nouvelle édition, mais qui nous connaît et qui saura nous trouver. On a le public international et en particulier américain, qui lui est entièrement sur Kickstarter, qui a l'habitude que les projets de Catalyst Game Labs soient plutôt menés sur Kickstarter. Et donc c'est là qu'on va aller les chercher. Forcément, oui. Voilà. Donc la raison pour laquelle on le fait sur cette plateforme-là, cela étant, la campagne qui commence, qui vient de commencer au moment où on diffuse cette vidéo, normalement, va durer 1 mois à peu près. Ça c'est pour la partie Kickstarter, mais après on proposera le Pledge Manager, donc la partie où entre ses coordonnées pour calculer les frais de port, etc. Ils vont pouvoir rajouter des options. Cette partie Pledge Manager, on la mènera sur Game On. Donc toute la partie de la pledge en fait, et toute la gestion, toute l'interface de gestion logistique des commandes, etc. Ça sera géré sur Game On comme d'habitude. Donc ce sera familier pour le public français. Ouais, Kickstarter c'est aussi parce que pour toucher de toute façon les USA, t'as pas le choix. Kickstarter c'est la plateforme de prédilection. Il y a une grande différence entre mener une campagne sur Kickstarter et sur Game On du coup, en termes d'attente ou autre ou c'est là la grosse différence, c'est que c'est une campagne qui est menée dans 2 langues, donc c'est beaucoup de boulot de coordination pour s'assurer que l'offre en version anglaise et l'offre en version française sont bien coordonnées. Un petit peu d'adaptation entre les deux aussi. L'interface de Kickstarter est un peu moins performante que celle de Game On. C'est normal, hein. Game On s'est inspiré de ce qui existait et a développé des outils, des méthodes, des modules qui sont spécifiquement adaptés à des projets ludiques, alors que Kickstarter est une plateforme généraliste. Oui, donc il y a des choses qui sont un peu moins pratiques sur Kickstarter, et ça nous oblige aussi un peu à doubler certaines choses, puisque, comme je le disais, on va faire la première partie de la campagne sur Kickstarter, la suite sur Game On, donc ça nous fait un peu jongler avec différents outils. Mais globalement, on va faire ce qu'on sait faire. Donc, une offre qui est simple. On est sur une gamme qui démarre avec un livre de base, un écran, quelques améliorations. Mais vraiment, ce qui est intéressant dans cette offre, c'est avant tout le fait que l'écran est offert pour toutes les contreparties physiques. Donc, tu as un livre de base que tu payes déjà un prix de lancement qui est un peu plus bas. Et puis, tu vas avoir l'écran offert. Et ça, c'est quand même hyper cool. Surtout que l'écran est magnifique.
Au moment où on enregistre cette émission, on n'a pas encore révélé l'illustration, mais elle est ouf. Ouais. Là, on parle, moi, j'ai pas les visuels, ni du bouquin, ni de l'écran, ni rien. Donc, mais après, avoir l'écran qui est offert de toute façon quand tu pledges le bouquin, c'est quand même très très cool. Je vais pas donner de détails après sur le reste du financement, sur s'il y a des stretch goals, tout ça, parce que je pense que au moment où on parle, c'est pas forcément, tu vas pas forcément les donner maintenant. Par contre, je voulais en revenir. Donc Shadowrun Anarchy V2, ça veut pas dire que Shadowrun classique va s'arrêter, parce que eux ils vont continuer de leur côté en gros. Est-ce que ça veut dire que vous lancez une gamme parallèle et que vous allez faire vivre comme ça ? Alors, j'ai envie de te dire, ni plus ni moins que ce qu'on fait jusqu'à présent, puisque aujourd'hui c'est la V1. Pourquoi est-ce qu'on fait Anarchy V2 ? Pourquoi cette deuxième édition à la base ? Bon, déjà c'est le cycle de vie normal d'une gamme de jeux de rôle. Quand tu arrives à une dizaine d'années, en général, tu as besoin de renouveler un peu ça commence à vieillir un peu, tu as des nouvelles idées, tu fais vivre ta gamme comme ça. Anarchy, c'était une gamme qui comptait très simple, qui comptait un livre de base, un écran et un supplément en VF, exclusivement en VF, Anarchiste, vous voyez derrière moi. Et lui aussi est le bébé de Mathieu et de l'équipe. Et en fait, on s'est posé une question très pratique il y a 2 ans de ça maintenant, qui était qu'on a tiré plusieurs fois le livre de base d'Anarchy. On s'est dit, ok, qu'est-ce qu'on fait ? On va arriver au bout de notre stock dans X mois, X années. Qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on le retire une fois de plus ? Ou est-ce qu'on pense à une édition suivante ? Donc on pose la question à Catalyst, on leur dit du coup au fait vous avez pensé à une deuxième édition d'Anarchy ? Ils me disent que non. En tout cas c'est pas dans leur projet. Et là Mathieu dit mais moi j'ai décidé. Donc c'est de fil en aiguille, c'est parti comme ça. Et on s'est dit en fait plutôt que de faire un énième tirage du bouquin, vu la qualité de ce qui a été fait jusqu'à présent, vu les idées qui sont géniales, parce que on va en parler, mais la notion de gestion de risque, la notion de standardisation des jets, notamment ce qui concerne la gestion des contacts, etc. C'est vraiment des bonnes idées. Et donc c'était l'idée de se dire merde, on est en capacité de faire, on a les gens qu'il faut, on a l'expertise qu'il faut pour faire la version de Shadowrun dont on a toujours rêvé en fait. Et donc allons-y quoi. Ouais, ça, parce qu'avec le recul que vous avez en plus et les retours qu'il y a eu sur Anarchy, ça vous permet de faire une vidéo qui répond à tout ça quoi. Ouais. Et excuse-moi parce que du coup j'ai pas répondu à ta question, mais sur la gamme classique, donc la V1 ne signifiait pas, le suivi de la V1 ne signifiait pas qu'on laissait tomber la gamme classique, au contraire, je veux dire chez Anarchy c'était 3-4 produits, la version classique c'est plus de 25 produits entre les livres de base, les suppléments, etc. Ça continue. En plus il y a un travail qui est fait qui était de garder faire en sorte que les suppléments V6 soient accompagnés d'un document PDF téléchargeable gratuitement qui les convertit à Anarchy. Donc si tu as envie de jouer avec les règles d'Anarchy, mais que tu veux pouvoir suivre l'évolution du métaplot, de la méta-intrigue de Shadowrun, tu peux le faire. Et donc ça va continuer évidemment avec cette deuxième édition. On continue la V6 par ailleurs, on a 4 bouquins qui arrivent cette année. C'était une des questions que je voulais poser, c'est que le lore de Shadowrun il évolue énormément, il s'est passé beaucoup de choses entre la sortie et aujourd'hui, en termes de méta-histoire on va dire, en termes de développement d'univers. Quand vous dites que vous allez remettre le 6e monde au cœur du jeu et développer plus le lore, etc., vous avez fait comment ? Vous avez fait une espèce de chronologie pour essayer de remettre les nouveaux joueurs en même temps, ou comment vous l'avez développé ce truc-là ? Alors, il y a plusieurs aspects. Le premier, c'est qu'en termes de timeline, on a pas mal discuté avec RG, qui est le line developer US de Catalyst, pour positionner cette Anarchy V2 au bon moment dans la gamme. C'est le début 2084 pour ceux qui suivent. Donc à la fois, c'est synchronisé avec les bouquins qui sortent à ce moment-là, et en plus, c'est un moment où on est, on va dire, entre 2 gros métaplots. Il y a le gros plot de la 6e édition qui vient de se finir, donc c'est un bon moment pour faire un livre de base. On est sur un point assez stable. Après, on a effectivement un historique. Alors, c'est pas un historique scolaire, bête et méchant, année par année, il se passe ça et ça, mais on reprend les grands axes, les grands mouvements principaux avec les conséquences qu'il y a eu. Et puis là où on s'est beaucoup concentré, parce que je pense que sur un livre de base,
plus important, c'est pas d'avoir 50 ans ou 80 ans d'histoire de Shadowrun de 90 à 2080, ça c'est pas intéressant, parce que ce qu'on a vraiment besoin, c'est vraiment le lore pratique au jour le jour, comment ça marche un sort, comment ça marche la matrice, qu'est-ce qu'on fait en pratique quand on est un decker, qui permet réellement de s'approprier le jeu et de gagner de la gentilité, c'est-à-dire savoir en tant que joueur, en tant que qu'est-ce que mon personnage peut faire, comment il va s'y prendre pour faire les actions. C'est vraiment beaucoup là-dessus qu'on s'est concentré, plus que sur les histoires de tel PDG il y a 25 ans qui a fait tel truc, et voilà, ça c'est les fans hardcore, ils trouveront ces infos, elles sont dans plein de bouquins, c'est pas ça dont on a besoin pour démarrer le jeu. Ouais, le but, Pour c'est autant, pas il de faut- gagner son information, mais de prendre du truc à jouer, de l'utile et du. Et tout En fait, ce qu'il faut voir, c'est que tu peux jouer à Shadowrun avec son métaplot, avec la richesse de son lore, et tout ça, à ce moment-là, tu vas aller taper dans la multitude de suppléments qui existent, présents et passés. Et pour pas se le cacher, c'est une partie de ce qui nous a rendu accro au jeu à l'époque. Et donc ça reste un de ses attraits. Mais tu peux aussi jouer à Shadowrun en utilisant la richesse de son univers, qui est déjà suffisamment riche comme ça, sans avoir à aller explorer les méta-intrigues, qui est un univers où tu joues des mercenaires qui sont employés par des corpos ou par d'autres agents un peu recommandables pour faire des sales boulots, et où tu vas faire des missions un peu d'action, d'espionnage, de casse et des choses comme ça. Et donc t'es pas obligé d'aller explorer le métaplot, t'as déjà de quoi faire. Ouais, oui, c'est clair. Non, mais ça c'est clair. Et vous gardez ce On principe demande de PDF pour convertir, du coup, vu que les règles ont changé ou pas sur les extensions de Shadowrun? Ouais, on n'a pas encore tranché sur comment on va le faire, si tu veux, parce que on a 4 nouveaux ouvrages Shadowrun 6 qui arrivent cette année. Enfin, ou en tout cas, le dernier PDF est en cours de finalisation là, et donc ça va partir très bientôt à l'impression. Traditionnellement, on convertissait en Shadowrun Anarchy V1, donc on va le faire encore par continuité. Et une fois que la V2 sera disponible, donc vraisemblablement en 2026, on verra comment on adapte ça, si on fait si on remplace l'un par l'autre, on verra, mais en tout cas sur le principe, oui, ça va rester. Ok. En termes de mécanique, qu'est-ce qui a été apporté sur cette V2 du coup? Si on parle du cœur du système, si on parle un peu, on est toujours, je suppose, sur des pools de D6 à succès. Ça, je pense que cette base-là, elle est un peu intouchable. Ça bouge pas, ouais. Ça fait partie de l'ADN du jeu, pas question d'y toucher. Mais qu'est-ce qui a été apporté du coup qui pourrait utiliser un petit peu ce qu'il va y avoir dans cette V2? Je partirais, je pense, sur trois aspects. Le premier, et pour moi c'est vraiment le cœur du jeu, c'est la prise de risque. C'est un peu le motto de Anarchy V2. Les runners, c'est les mecs qui sont capables de prendre des risques pour faire le boulot et d'assumer les conséquences. Et donc sur chaque jet, les joueurs vont devoir décider de quel niveau de risque ils vont prendre. Donc sachant que le risque, c'est dans le sens, je prends du risque pour avoir plus de chances de réussir, avec la possibilité qu'il y ait des effets de bord indésirables qui se produisent. Ouais, je vais avoir criblé l'adversaire de balles, mais j'ai fait une rafale pour ça, donc j'ai vidé mon chargeur. Ou mon flingue il surchauffe et donc il se met en attente. Ou alors je me suis mis à découvert pour avoir une bonne ligne de vue et un bon angle de tir, mais du coup je suis à découvert, donc les autres ont aussi un bon angle de tir sur moi. A l'inverse, je peux rester planqué derrière mon mur et tirer à l'aveugle, il va rien m'arriver, mais c'est moins probable que je touche. Donc, en termes de jeu, en termes de gameplay concret, ça veut dire qu'à chaque jet, tu vas décider. Alors déjà, une des innovations, c'est que ta réserve de dés, quand tu fais un jet à Shadowrun, tu lances attribut plus compétence, ça bouge pas. Et ça, c'est ta réserve de dés. Historiquement, dans les systèmes de Shadowrun, cette réserve de dés, elle est modifiée par des modificateurs. Donc, selon tout un tas de conditions extérieures et l'âge de capitaine, tu vas lancer un peu plus ou un peu moins de dés que ce que tu as dans ta réserve. Là, dans Anarchy, pour simplifier les choses, la réserve de dés, elle est fixe. C'est-à-dire que quoi qu'il arrive, tu lanceras attribut plus compétence, basta. Éventuellement, tu as 2 dés de plus si tu es spécialisé, mais ça s'arrête là. Par contre, tu vas lancer ces dés-là. Et si tu veux vraiment réussir, il faut que tu fasses entre 2 et 6 succès, en gros. Donc, les succès, c'est les 5 et les 6. Il faut que tu fasses entre 2 et 6 succès selon la difficulté de l'action. Si tu veux être sûr d'avoir assez de succès, parfois ça va être un peu juste le nombre de dés que tu as dans ta réserve. Donc, comment tu fais? Tu vas décider que tu vas prendre beaucoup de risques, par exemple. Et tu vas choisir combien de dés dans ta réserve de dés sont des dés de risque. Et les dés de risque, sur des dés de risque, les
5 et les 6, ils comptent double. Donc, et donc, Ok. tu as 8 dés dans ta réserve, tu décides qu'il y en a 4 qui sont des dés de risque. Et ben, les 5 et les 6 que tu feras sur ces 4 dés-là, ils vont compter double et donc tu vas faire plus de succès. Le pendant de ça, c'est que tes 1, qui sont des complications, des glitches, eux, ils comptent sur les dés de risque. Et si tu prends 1-1, tu vas avoir une petite complication mineure. Si tu as 2-1, tu vas avoir l'équivalent d'un échec critique. Et si tu as 3-1, c'est un truc désastreux qui est de l'ordre de quelque chose qui te fait dérailler ton scénar. Donc, tu as intérêt à maîtriser le risque que tu utilises. Maintenant, il n'y a pas trop d'inquiétude à avoir non plus, parce que les capacités des runners sont traduites par leurs atouts, qui sont leur équipement, leur pouvoir, leur capacité, leur contact, enfin, tout ce qu'ils ont les deux des runners. Ça fournit de la réduction de risque et donc tu vas pouvoir ignorer un certain nombre de C1 et donc tu vas pouvoir prendre davantage de risques. Ok, cool. Ah. Cool, ça marche bien. En plus, c'est un truc qui te fait pas rajouter 1 milliard de dés, etc. Donc ça, c'est Tu rajoutes pas de dés, juste tu changes de Ouais. couleur de dés en fonction des dés de risque que tu as et tu peux quand même moduler ça, en prendre beaucoup ou en prendre peu. Voilà. Et c'est sympa parce que ça introduit de la narration et ça c'était un des objectifs principaux de Mathieu, c'était de dire je veux que chaque action en gros ce soit l'occasion de décrire des trucs un peu extraordinaires. Ouais, parce que pour le coup, la prise de risque, elle a un impact narratif. Ouais. C'est ça, l'idée, c'est que le joueur il soit aussi incité à décrire comment son personnage prend des risques, pourquoi, et donc éviter les successions, je tire, j'esquive, je tire, bon, qui sont assez Oui, vite, bah, le problème de beaucoup de jeux, ouais. malheureusement, où on fait j'attaque, je défends, je me déplace de 3 mètres. La réaction logique à ce qu'on vient de dire, c'est de dire ouais, mais déjà dans Shadowrun, en général, tu passes des heures à établir des plans pour t'infiltrer dans un endroit, pour aller enlever et tout se casse la gueule. Et tout se casse la gueule de suite. Donc si en plus les gars, merci, mais vous introduisez une mécanique de risque qui risque de faire dérailler tout ça, ça veut dire que ça va encore plus la merde, encore plus vite. Génial, bravo les gars. Et c'est là que Mathieu il a une super idée sur la mécanique de préparation d'opération, de planification. Et en gros, la manière dont tu vas préparer tes OP et qui va te permettre de les présenter de manière semi-abstraite en faisant des flashbacks. Ça, peut-être, tu vas en parler, Mathieu, c'est parce qu'elle est cool, cette mécanique, ouais. Elle est importante et elle permet justement de résoudre cette question-là. L'idée, c'est vraiment que ce soit les personnages qui fassent le plan et pas les joueurs. Parce que les joueurs et le meneur de jeu, ils peuvent pas rentrer dans tous les détails de ce qui se passe dans le complexe qu'ils veulent infiltrer, les caméras, les gardes, tout ça. C'est les personnages qui font le plan. C'est décrit en termes de jeu. Chaque personnage va décrire un petit peu comment il s'y prend. Est-ce qu'il va essayer de faire une infiltration pour repérer les choses? Est-ce qu'il va se renseigner auprès des contacts? Est-ce qu'il va chercher des infos sur la matrice? Il va faire un jet associé et il va gagner un certain nombre de points d'anarchie qui seront dans un pool commun. Et derrière, on va passer à l'action, avec juste l'idée générale, l'accroche du plan. Voilà, on prend l'histoire classique, on va se faire passer pour l'équipe de nettoyage et on va s'infiltrer comme ça. Ok. Et au fur et à mesure qu'il va y avoir des obstacles, des gardes à passer, des portes, des complications, quoi que ce soit, les joueurs vont pouvoir piocher dans cette réserve de plans. Donc là, ils vont gagner un petit pouvoir narratif aussi à travers ça, de dire oui, mais en fait, quand j'ai prévu le plan, j'avais obtenu l'information que tel garde, il a une liaison avec telle autre personne, et donc j'ai eu des images compromettantes, et donc je lui dis, si toi tu nous laisses passer, soit je balance ça à ta femme, et hop, et ainsi de suite. Et donc ça permet de ne pas passer des heures autour de la table à faire un plan, comme on dit, qui va rater tout de suite. Ça permet de faire des trucs beaucoup plus compliqué parce qu'on n'a pas à tout gérer finalement. On dit après coup, j'ai eu le temps de trouver ça et voilà. On fait que ce qui est utile. On va pas prévoir toutes les options du plan qui seront jamais mises en œuvre. Et le meneur de jeu, il peut se lâcher beaucoup plus sur la difficulté parce qu'il sait que les joueurs, ils ont des moyens de passer au-delà de ces complications et de ces obstacles. Il y a un aspect très cinématique, la film de braquage un peu, où il va se passer un truc, en fait, on va avoir un flashback qui va dire ouais, mais en fait, il s'était passé ça, ils avaient prévu le coup, ils avaient fait telle diversion, tel machin. Ça, sur une table de jeu, ça peut être très 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 cool pour le coup. Moi, ça me sauce énormément ce principe-là, parce que c'est vrai que les phases de planification de Shadowrun, généralement, c'était 3 quarts d'heure de boulot pour 5 minutes de jeu, ou 5 minutes, tu te retrouverais à tirer partout dans le hall de l'immeuble, et puis c'était fini, quoi. Donc c'est très cool. Avant que les mèmes existent. Donc...
Donc, ok, mais ça fait déjà pas mal de choses. Il y a d'autres points que vous vouliez mettre en avant sur ces mécaniques ou pas? Peut-être parler, dire deux mots des points d'anarchie en général aussi, parce que t'as les deux choses. Juste une sur les avantages, désavantages. En fait, pareil, un des trucs que voulait faire Mathieu, c'était se passer d'un des trucs classiques de Shadowrun, qui est que tu as une multitude de modificateurs qui vont statistiquement un peu insignifiants, mais qui vont prendre du temps pour mesurer l'impact de telle ou telle chose sur une situation. Et là, c'est tout con. Maintenant, t'es soit en situation classique, soit en situation d'avantage, soit en situation de désavantage. Si t'es en situation classique, tu fais ton jet normal. Si t'es en situation avantageuse pour tout un tas de raisons, y compris des capacités que tu utiliserais, ou le fait que t'es à plusieurs, t'es en supériorité numérique, ou que t'es en position plus élevée, ou que sais-je, t'es en position d'avantage, à ce moment-là, non seulement les 5 et les 6 sont des succès, mais les 4 sont aussi des succès. Et donc tu vas faire plus de succès. Si t'es en situation de désavantage, ce qui inclut notamment le fait d'être blessé, ou le fait d'être dans une situation merdique, il n'y a que les 6 qui sont des succès. Et donc tu vas faire moins de succès. Et donc tu vas être obligé de prendre plus de risques pour obtenir des succès. Voilà. Donc ça, c'est un truc très simple. Ça, c'est une mécanique qui est très simple, qui est immédiatement évidente à prendre en compte et qui permet d'accélérer le jeu de manière radicale. Et puis un autre truc, c'est l'utilisation des points d'anarchie. Peut-être dire deux mots, Mathieu, en gros, chaque personnage commence avec 3 ou 4 points d'anarchie. Et qu'est-ce qu'il peut faire avec ? Alors, on a fusionné les points d'anarchie et les points de chance de la première édition pour avoir qu'une seule méta-monnaie. Et ça va permettre alors à la fois les manipulations de dés, relancer, donner plus de chance, que là encore on essaye de lier avec un effet narratif. Ils vont nous permettre aussi tout un tas d'aspects qui nécessitent normalement plein de petites règles. Alors la boule de feu, elle a des chances d'enflammer, alors l'éclair, il a des chances de faire griller les matériels cybernétiques ou de faire perdre une action. Au lieu d'avoir des règles pour tout ça, s'il y a une raison narrative qu'un de ces effets se produise, on dépense un point d'anarchie et l'effet se produit. Fin de l'histoire. Et ça permet comme ça de gérer tout un tas de choses sans avoir des milliers de petites règles qui sont utilisées suffisamment peu souvent pour que quand on en a besoin, on s'en rappelle plus. Ça va servir aussi pour les actions supplémentaires, pour des Street Sam qui vont avoir des réflexes câblés ou quelques petites autres choses de ce type-là. Parce que moi j'ai un ami qui joue énormément à Shadowrun, donc la version standard, qui me loue Shadowrun. Alors moi je suis pas un grand fan de la version de base de Shadowrun, je vous avoue que l'Archie 2.0 me branche beaucoup plus. Qui me loue l'aspect personnalisation, qui pousse à l'extrême de son personnage, de tout ce qui peut se mettre en tant qu'équipement, en tant d'implant, en tant que tout ça. Est-ce qu'on garde une personnalisation extrêmement poussée, malgré la simplification, ou est-ce qu'on passe quand même une couche de simplification sur la fiche de perso, histoire que ça soit aussi plus digeste ? Il y a forcément une phase de simplification, c'est-à-dire que c'est aussi pour ça qu'on a 2 gammes. Ceux qui vont vouloir avoir le moins de petits détails de tel modificateur d'arme avec tel boost dessus et telle munition et tel machin, et ben là oui, on a besoin des règles complètes de Shadowrun avec tous ces petits modificateurs qui individuellement sont pas un gros effet, mais qui, mis bout à bout, peuvent commencer à avoir un effet, et puis qui font plaisir à ceux pour qui c'est important d'avoir ce dé en plus à cause de ceci, ce dé en plus à cause de cela. Là, sur Anarchy, l'idée, c'est vraiment, on se concentre sur l'essentiel, ce qui a vraiment un gros impact dans la narration. C'est pour ça qu'on a des systèmes avantages, désavantages. Si c'est un dé en plus, un dé en moins, ça change rien, on passe pas du temps là-dessus. C'est pas la même approche, il en faut pour tous les goûts. Après, on a quand même, on n'a pas non plus toutes les armes qui sont identiques. Quelque chose de nouveau pour ceux qui connaissent la première édition. Les armes, maintenant, on peut en faire des atouts pour les personnaliser. Et on s'est amusé à la fois pour donner des exemples de personnalisation et puis pour faire plaisir un peu aux fans historiques. Chaque édition de Shadowrun a son Ares Predator, c'est le flingue iconique. Et donc là, on a fait les 3 dernières versions d'Ares Predator, 4, 5, 6, avec des petites variations sur les atouts, comment chaque version, chaque modèle a été amélioré par rapport au précédent. Donc on garde quand même des choses, on n'a pas juste un flingue et basta, mais forcément on n'est pas au même niveau de détail que dans le... mais ce qui de toute façon est impossible à partir du moment où tu cherches à simplifier les choses, tu peux pas garder tout ce qu'il y a dedans.
Sachant que bon, alors lui il me dirait l'inverse, moi je trouve que la plupart des trucs servent à rien, mais lui il me dirait que non, parce qu'au final, en multipliant tel point, plus tel point, plus tel point, tu fais un mec qui est complètement pété. Mais par contre. Mais c'est vrai, hein, je veux dire, si encore une Ah fois, oui, clairement. si ce qui t'intéresse prioritairement c'est l'histoire et c'est pas le mini-maxage d'un perso et son optimisation, part sur Anarchy. Si ce qui t'intéresse le plus c'est ce côté très justement mécanique et très détaillé, la version, Ah oui, mais la version de classique est Shadowrun, plutôt ce qu'il faut. pour ceux qui aiment ça, c'est excellent pour le coup. Il me en loue les mérites en permanence. Donc là, on se concentre plus sur l'histoire, sur l'action, sur ce que font les personnages, sur comment réagissent les gens qu'il y a autour. Donc quelque chose qui est quand même beaucoup plus dynamique et beaucoup plus action au final. Et le but, c'est d'avoir quelque chose qui soit un peu plus popcorn, tout en gardant la profondeur de l'univers et parce que même si on simplifie les règles, dans Shadowrun de base, de toute façon, il y a quand même beaucoup de choses qu'on peut faire de base. C'est quand même un univers et des modes de jeu qui sont quand même sacrément différents. Si on parle de hackage, si on parle de spectral, etc., ça fait beaucoup. Donc ça fait quand même quelque chose qui est plutôt pas mal. Vous avez réussi à rendre ça accessible pour vraiment les néophytes qui s'en seraient dedans. Le jeu de rôle explose depuis quelques années, vraiment. Ça explose vraiment. C'est ce qui est vraiment très cool, c'est qu'on a vu avec la V1 d'Anarchy que il y a une grande partie, plus d'un tiers des gens qui s'étaient intéressés et qui ont participé à la précommande de Anarchy V1, c'était des personnes qui n'étaient pas des clients Shadowrun chez nous. Des gens qui, depuis des années, avaient envie de jouer à Shadowrun et n'avaient pas franchi le pas, et à qui Anarchy a permis de franchir ce pas-là. Et à tel point que, par la suite, on a des ventes du livre de base de Shadowrun Anarchy qui sont à peu près équivalentes, pas tout à fait, mais à peu près équivalentes à la version classique, ce qui est énorme. Aux États-Unis, on est plus sur l'ordre de 90-10. En France, on est à 40-60 à peu près, tu vois. Ce qui est énorme, parce qu'on rappelle que Shadowrun, c'est un jeu emblématique, quoi. On parle d'un... C'est comme si on faisait une annexe de D&D qui arrivait à vendre à peu près autant que la série mère, quoi. Ouais. Après, ça reste... On parle des livres de base. T'as une gamme entière qui est du coup bien plus massive quand t'es en classique. Mais encore une fois, c'est possible de jouer avec le livre de base Anarchy et de suivre le lore de la gamme classique. Donc ça, c'est très cool. Et comme bientôt le livre de la V1 d'Anarchy sera épuisé, c'est pas encore le cas, donc vous voulez en avoir un exemplaire, allez-y maintenant. Mais comme dans les mois qui viennent, probablement, on arrivera au bout et chez nous sur le site de Black Book Edition et en boutique, et ben voilà, l'avenir est préparé avec cette V2. Donc il n'y aura pas de réédition, donc si vous le voulez, c'est maintenant, ou après il faudra faire les 8 greniers et le chiner à droite à gauche, mais après il n'y aura plus de la V1, quoi. Ouais, c'est ça. C'est ça, la V1, on arrive au bout là, donc je saurais pas te dire quelle durée de stock il nous reste, mais en tout cas, la V1 sera pas rééditée, c'est sûr. Sinon, j'ai vu que sur la page Kickstarter, il y avait un actual play qui a été fait aux USA. Il y en a un qui est privé avec Roll and Play qui arrive bientôt là, peut-être même ce soir, diffusion sûrement, peut-être. Même ce soir, jour d'enregistrement. C'est-à-dire que en fait, comme on est des tordus qui aiment bien faire en sorte que la première dose soit gratuite, tu vois. On a prévu un actual play qui est la suite d'un actual play qu'on avait diffusé il y a 2 ans sur Roll and Play. Une campagne qui présentait les règles d'Anarchy V1 avec des personnages originaux, etc. Et ça avait très bien marché, les gens avaient beaucoup aimé, c'était cool, on avait adoré on a eu de la chance d'avoir des retours très positifs là-dessus. Donc on propose une suite, c'est vraiment la suite de cette histoire-là. D'ailleurs, il faut mieux voir la première saison si on veut comprendre ce qui arrive là. Le premier épisode est diffusé donc jeudi 21 août, qui est le jour où on enregistre cette vidéo. Aujourd'hui, le moment où on enregistre cette émission. Ouais. Donc ça aura déjà été vu par certains au moment du lancement. Le deuxième épisode est le jeudi suivant, donc le jeudi 28, c'est 2 jours après le lancement. Et donc, disons que la fin du premier épisode, on est plutôt content du cliffhanger sur lequel on laisse la situation. Donc comme ça donne envie de voir la suite et on espère de participer au financement. Après, c'est une équipe en termes d'actual play, je pense que pour présenter un jeu et donner envie, c'est chouette. Ça marche. Ouais, voilà, et puis comme ça nous permet de montrer les règles et de fournir la suite de l'histoire, donc c'est cool. En termes d'ambition, t'en attends quoi, toi, de cette V2 ? Notamment, parce qu'on sait qu'en France, ça va quand même bien marcher, je pense. Au moins autant que la V1, voire un peu plus, je vous le souhaite. Est-ce que le côté international, ça
T'as beaucoup d'espoir là-dessus ou tu... Écoute, je te mentirais en te disant que non. C'est clair que l'enjeu, enfin, on résume ça en disant, on a la chance d'avoir une communauté Shadowrun en France qui est extrêmement bienveillante et extrêmement bien disposée à l'égard de Black Book et de l'équipe de création, parce que il y a des échanges permanents entre les créateurs, les traducteurs, le public. Globalement, les gens voient bien l'amour et l'effort qui est mis là-dedans, et donc de ce côté-là, ça se passe très bien. Du côté américain, il y a une communauté Shadowrun qui est beaucoup plus, qui a une relation qui est beaucoup moins évidente avec l'éditeur en VO, avec évidemment une population rôliste qui est infiniment plus nombreuse, avec 10 fois plus de monde, avec des opinions très tranchées sur ce que devraient être les règles. Et donc nous, on a un objectif, c'est ne pas décevoir les francophones. Et je pense que ce côté-là, on a plutôt bon espoir. Et s'assurer qu'on garde les gens motivés. Par contre, on a un travail de conviction à faire, important, et qui n'est pas du tout gagné d'avance auprès du public international. Donc on a commencé à le faire en préparant cette campagne. Au moment où on se parle, on a pas loin de 4000 personnes qui sont préinscrites sur la page du Kickstarter, ce qui est drôlement bien. Et ce qui est quand même bien, parce que là il reste, on enregistre le 21, donc il reste une toute petite semaine avant le lancement, et en effet, vous avez plus de 3800 et les poussières là, donc on n'a jamais eu autant de préinscrits sur un projet. D'un autre côté, c'est Shadowrun, mais d'un autre côté, le public de Shadowrun, du jeu de rôle, n'a pas l'habitude de consommer du Shadowrun par le biais de financement participatif. C'est une gamme qui sort exclusivement par des voies classiques d'habitude. Donc le client Shadowrun habituel n'est pas habitué à passer par Kickstarter ou par Game On, que ce soit en tout cas aux États-Unis. Et donc c'est eux qu'il va falloir qu'on aille chercher aussi. Après, évidemment, le jeu, il aura... Eux ou le reste des rôlistes américains qui n'étaient pas attirés par Shadowrun, parce qu'il y a aussi des Américains Exactement. qui sont pas friands de règles aussi spécifiques, de plus en plus, et qui pourraient peut-être se tourner vers Anarchy pour aller prendre ça, quoi. Exactement, c'est ce qu'on espère. Et puis après, le jeu aura de toute façon une deuxième phase de vie dans le circuit de distribution classique. Oui, donc peut dire qu'est-ce qu'on en attend, on attend que ça cartonne et que les gens apprécient le jeu, qu'ils nous fassent des retours. On a une chance, et ça c'est aussi à mettre au crédit de Mathieu et de son équipe, c'est que c'est un jeu qui est le fruit d'années de prise en compte et de passage au peigne fin de tous les retours qui ont pu être faits, que ce soit par écrit ou que ce soit par écrit ou en vidéo ou en audio, sur toutes les éditions confondues. En gros, je pense qu'on peut dire que l'équipe a lu, vu, écouté absolument tout ce qui s'est dit sur toutes les éditions de Shadowrun, et on a tenu compte dans la conception de cette version-là. Donc c'est peut-être un peu gros comme objectif, mais on se dit on essaie de faire la meilleure édition possible de Shadowrun, tout simplement. Ouais, c'est là où les retours américains, il faudra se méfier, parce qu'ils sont généralement un peu plus acides que les retours qu'on peut faire en France. Sûr. Même si en France, des fois, on n'a pas notre langue dans notre poche. En tout cas, on croise, c'est vrai. En tout cas, on croise les doigts, mais pour l'instant, on était les premiers surpris, vu la teneur de certains commentaires d'habitude. Les retours ont quand même globalement été au mieux très positifs, au pire prudemment optimiste, et en tout cas, je demande à voir, mais ça a l'air plutôt bien pensé. Ça ferme pas la porte, et au moins ça va jeter un coup d'œil à ce qui se passe. Donc si le boulot est fait correctement et que ça accroche, je vous souhaite que ça puisse bien marcher. Le truc, c'est après le développement de gamme, vous avez, ça va dépendre des ventes de livres de base, ou vous avez déjà des idées, des prévisions sur comment ça va se passer derrière? Très honnêtement, là, on est à 200% concentré sur la réussite de ce lancement. Des idées, c'est pas ce qui manque. Ni du côté de Mathieu, ni des nôtres, on est tous fans de Shadowrun. Pour ce qui est d'avoir des idées et de se dire putain, on pourrait faire ça, ça manque pas. En toute franchise, on s'est même pas posé la question, parce que on va voir comment ça démarre en fait. On va voir comment ça démarre. On va voir comment la gamme est adoptée. Et comme vous avez pu le voir sur la V1, quelques années après la sortie du livre de base, on avait eu la possibilité de faire un supplément, qui était une exclusivité VF. Donc, je veux dire, la possibilité, elle est là. Maintenant, on n'a pas de projet tant qu'on n'a pas de recul.
Ok, eh bien, donc financement le 26, donc jour de sortie de cette vidéo. Donc c'est sur Kickstarter, n'allez pas chercher sur Game & Tabletop financement Black Book pour Shadowrun, vous ne trouverez pas. Vous trouverez sûrement celui qui sortira fin du mois d'août, qui sera Starfinder 2. Parce que là, vous êtes dans les suites de jeux qui sont un peu emblématiques quand même. Starfinder, j'aime beaucoup. Donc Shadowrun Anarchy V2, donc un jeu qui se veut plus concentré sur l'action, plus simple à jouer, avec énormément de remontées des retours des joueurs qui ont été pris en compte. Moi, les mécaniques que vous m'avez données pour l'instant, elles me saucent vraiment bien, pour le coup. Moi, ce système de planification simplifié, où on marche à flashback, c'est jet de dés, où on est en avantage, désavantage, où il n'y a pas à se prendre la tête à calculer 1 milliard de trucs, etc. Ça me branche très bien. Après, moi, je suis pas un joueur de Shadowrun de base, donc on verra le retour que vous aurez vu ça. En tout cas, je vous souhaite que ça fonctionne très très bien. Est-ce que vous voulez rajouter un petit dernier mot avant de conclure, messieurs? Écoute, ouais, une chose, bah, c'est que dans la lignée de ce qu'on vient de dire sur le fait que ce projet, c'est le fruit d'années de prise en compte du feedback, une chose sur laquelle on peut insister, c'est pas toujours le cas, mais Mathieu et les autres personnes qui ont bossé sur le jeu, qui sont très impliqués, ils sont tous disponibles pour intervenir, répondre à vos questions, poster des commentaires. Alors sur Kickstarter, tu peux commenter qu'une fois que tu as backé, c'est pas forcément hyper évident, mais que ce soit sur les forums de Black Book Edition, sur les Discord, sur d'autres forums, alors en anglais il y a un forum sur RPG, sur Reddit, etc. N'hésitez pas à poser vos questions là où vous pourrez, sur nos réseaux sociaux évidemment, n'hésitez pas à poser les questions que vous pourriez avoir sur le jeu ou sur ton organisation. Vous avez la chance d'avoir des créateurs à fond, passionnés, qui sont là et qui répondent à toutes vos questions et qui savent parler du jeu vraiment très très bien et vous verrez que la réflexion derrière, elle a été bien poussée, quoi. Ouais, ça fait plaisir d'avoir ce côté un peu passionné de voilà, on n'est pas là uniquement pour faire du produit, etc. Et puis ça fait, moi je trouve ça chouette quand même qu'un éditeur français puisse avoir la confiance à ce point-là de CGM et que vous ayez du coup le développement de cette gamme à vous-même. Donc félicitations, parce que c'est au final le fruit du boulot que vous avez fourni pendant 6-7 ans sur la gamme Anarchy V2. En même temps, le lien que vous avez avec eux depuis une vingtaine d'années, c'est quand même assez énorme. Donc bravo. Tous les éditeurs américains sont pas aussi respectueux des contrats, mais en tout cas ceux-là ils vous font confiance et ça fait plaisir. Donc félicitations à vous. Et puis je vous souhaite que ça marche du tonnerre, quoi, vraiment. Eh ben merci, on garde les droits croisés et on est prêt à traiter avec les dragons. Ça marche. Merci beaucoup et à bientôt sur les forums et les Discord. Dernière question juste avant de partir, il y a un Kickstart de prévu, quelque chose comme ça, pour donner un avant-goût ou pas? Alors on n'a pas de quick start bien finalisé, parce que c'est encore on est en train de finaliser la maquette. Par contre, tu as pas mal de on va publier pas mal de petits extraits de règles pour que les gens puissent bien comprendre comment ça marche pour faire telle action, etc. Ça marche. Bon, merci Tony, merci Mathieu. Merci de votre disponibilité, et puis on se croisera bientôt de toute façon. Et je vous souhaite que le financement fonctionne, et puis que Shadowrun Anarchy V2 soit dans ma bibliothèque un jour en me disant trop cool, j'ai enfin pouvoir jouer à Shadowrun sans compter, et j'étais passé à côté de la V1. Donc merci beaucoup messieurs. Et puis à vous tous, je vous souhaite une excellente fin de journée. On se retrouve très bientôt sur la chaîne. Ciao ciao.